Bonjour à tous, on se retrouve pour traiter d'un chapitre sur la croissance économique et plus particulièrement sur la différence entre le PIB réel et le PIB potentiel. On vous a remis les petites définitions juste en dessous. Donc le PIB potentiel, c'est le PIB maximal, optimal qu'une économie peut effectuer si tous ses facteurs de production, travail et capital sont utilisés et surtout s'ils sont utilisés efficacement. Donc c'est un petit peu ce qu'on cherche à atteindre, le potentiel d'une économie. A l'inverse, le PIB réel, c'est le PIB effectif, le PIB observé. Donc c'est la richesse qui a effectivement été produite avec plein d'aléas possibles au cours de l'année dans un pays. Donc rappel de cours très bref, l'écart de production qu'on appelle aussi l'output gap, c'est la différence entre le PIB observé et celui qu'on a anticipé, qu'on a espéré, qu'on appelle le PIB potentiel. À travers ce document, on cherche à montrer la puissance économique d'un pays, ou en tout cas à montrer dans quelle mesure ce pays est capable d'aller au maximum de ses capacités productives pour augmenter sa richesse, pour augmenter son PIB, et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des écarts de production. L'enjeu, c'est vraiment de se demander dans quelle mesure est-ce que les décisions de politique économique qui sont prises dans les gouvernements sont bonnes pour le pays en termes de production. Est-ce que ça amène plus de croissance ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas aidé à avoir de la croissance économique? Je vous laisse prendre connaissance du document et ensuite on va l'étudier ensemble. Donc la question qui se pose à nous, c'est comment est-ce qu'on peut lire des écarts de production? Alors c'est un petit peu petit, mais vous pouvez certainement zoomer et revenir sur le document. Donc on s'intéresse à la France pour des données effectivement de l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique. On s'intéresse pour le moment à l'année 2019. Alors 2019 c'est en bleu et 2020 c'est en rouge, donc on est uniquement sur 2 années pour quelques pays européens seulement, et puis on va s'intéresser nous plus spécifiquement à la France. Donc en France, en 2019, on a un écart de production qui a environ été, on fait une approximation parce que là les données sont vraiment difficiles à lire, environ plus 0,6%. Donc ça signifie qu'effectivement la croissance effective, la croissance réelle, elle a été supérieure à celle qu'on attendait. Elle a été plus importante que la croissance potentielle. L'écart entre les deux, l'observé moins le potentiel, a été supérieur. Donc effectivement, on a une augmentation. A l'inverse, si on regarde les données de 2020, on a effectivement des données qui sont négatives, un résultat qui est négatif. Ça veut donc dire que le PIB potentiel était plus important que le PIB qu'on a effectivement réalisé cette année-là. Et donc effectivement, là on est environ à moins 8,2% du PIB potentiel, donc de ce qu'on aurait pu faire si on avait bien utiliser tous les facteurs de production. Donc un résultat positif, c'est en anglais la signification de l'écart de production, un output gap, vous pouvez l'utiliser de la même manière dans vos copies, qui fait apparaître effectivement un risque d'inflation. Donc l'économie a surchauffé, c'est-à-dire qu'on a eu effectivement une production plus importante qu'espérée, le risque c'est que les prix augmentent. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, dans ces conditions-là, c'est qu'effectivement, il faut essayer de stabiliser un petit peu les variables macroéconomiques et principalement la demande. Il faut faire en sorte que la demande ne se manifeste pas en même temps pour que les prix n'explosent pas d'un coup. Donc on va éviter la hausse des prix et essayer de stabiliser la demande. Donc conjoncturellement, on a plus produit que ce qu'on avait anticipé. On avait anticipé par rapport aux données du passé qu'on allait produire effectivement un peu moins. A l'inverse, si le résultat était négatif, c'est-à-dire si notre production était inférieure à celle qu'on espérait, là il y aurait un risque de récession. Donc la récession, je vous rappelle que c'est effectivement le ralentissement de la croissance économique, et donc on rentre dans une période où on a moins de croissance économique, voire même on peut avoir une dépression à terme avec une absence de croissance économique totale, et à l'inverse de ce qu'on avait dans la période précédente, un risque de déflation. Je vous rappelle, donc l'inflation c'est l'augmentation durable des prix, la désinflation, c'est le ralentissement de la hausse des prix et la déflation, c'est la chute des prix. Donc tous les biens perdent de leur valeur de période en période. Un stylo qui valait 1 euro en vaut plus que 80 centimes le lendemain. Donc il y a un risque de perte de valorisation des produits. Quelle interprétation peut-on en donner? En fait, vous pouvez très bien reproduire un petit schéma comme ça dans vos copies et montrer que on a un objectif, c'est une croissance potentielle. Donc ça, c'est la croissance qu'on espère. Donc cette croissance, elle est la plus importante possible et de période en période, elle augmente. Et puis en fait, l'économie fluctue. Donc on a une croissance effective qui va varier autour de cette croissance potentielle et qui va effectivement aller de manière un petit peu aléatoire. La différence entre le PIB potentiel et le PIB effectif, ça nous donne vraiment une image, une mesure des finances publiques, de la bonne santé de l'économie et surtout de sa productivité. Est-ce que la nation, elle a été plus productive, plus efficace que ce qu'on attendait ou pas?
donc la notion de productivité et de gain de productivité. Avec ça, on peut du coup anticiper ce qu'on va devoir faire sur la période suivante pour effectivement éviter du chômage, éviter la hausse des prix, éviter qu'on ait un problème de demande. Donc on essaie d'anticiper les variables macroéconomiques de la période suivante. Alors, la croissance potentielle, la croissance maximale, elle dépend de plusieurs choses. Donc, on a le facteur travail, donc évidemment la croissance démographique. Est-ce que ma population, elle augmente de période en période et donc est-ce que ma population active augmente de période en période? Et aussi celle du capital. Qu'est-ce qui va jouer sur le capital? C'est la notion que vous connaissez bien normalement de progrès technique. Donc, de l'amélioration des techniques de période en période à travers les innovations. Donc la taille de ma population, son rythme de travail, son efficacité, sa capacité à investir dans le capital, à utiliser les nouvelles machines, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une croissance potentielle de plus en plus importante. Ce n'est pas une croissance qui va être infinie, il y a des moments, effectivement, la croissance potentielle, elle diminue et c'est tout à fait normal. D'autant qu'en fait, il ne s'agit que d'une approximation. On regarde ce qui s'est passé dans le passé et on essaie d'anticiper le futur. Donc ce n'est qu'une estimation, une approximation. On va essayer de projeter dans le futur ce que pourrait être la croissance économique pour voir si effectivement elle sera soutenable, durable sur le long terme. Donc maintenant qu'on a regardé la croissance potentielle, il faut qu'on regarde la croissance observée, donc on a aussi appelé taux de croissance effectif. Et donc là, à l'inverse, on ne regarde pas la structure de la croissance économique, mais on regarde la conjoncture, ce qui veut donc dire qu'on est en fait à court terme. On regarde sur très petite période comment évolue la croissance réellement. Et effectivement, ce qu'on souhaite absolument, c'est que la croissance effective soit au plus proche de la croissance potentielle, qu'elle suive son rythme-là. C'est effectivement un moyen de suivre cette dynamique-là, donc la dynamique de la croissance, ou le rythme de la croissance, et essayer de l'encadrer et de l'accompagner si elle n'est pas au rendez-vous. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas vraiment évident de faire des prévisions qui sont stables, donc c'est des choses qui sont recalculées au fur et à mesure. Il est absolument impossible pour le système économique d'anticiper le fait qu'il y ait des faillites d'entreprise, qu'on ait effectivement le Covid ou une pandémie ou une épidémie, qu'on ait une population active qui soit moins nombreuse qu'espérée parce que peut-être que la population jeune ne va pas avoir son diplôme, ne va pas rentrer sur le marché du travail, ou à l'inverse, que les populations à la retraite ne vont pas sortir du marché du travail. Donc c'est très dur d'anticiper les dégradations comme ça des facteurs de production pour calculer la croissance effective. Donc maintenant, si on regarde de façon graphique, vous pouvez peut-être identifier vous aussi les fluctuations de cette croissance. Reprenons ensemble quand même la légende. Donc vous avez une croissance potentielle qui est en rouge, donc c'est la croissance qui est attendue, qui est espérée. Et puis vous avez la croissance effective qui est en bleu, donc qui est beaucoup plus fluctuante, qui a subi beaucoup plus d'aléas. Donc je vous invite à bien regarder le document et essayer de déterminer les moments où la croissance potentielle va se décrocher vraiment de la croissance effective à la hausse ou à la baisse pour qu'on puisse en faire dire quelque chose de ce document. Donc, on a dit que la croissance effective était en bleu et que la croissance potentielle était en rouge. Et on doit être capable effectivement de déterminer des petites périodes. Alors la première période, ce serait une période de récession, c'est-à-dire qu'en fait l'écart entre l'observé et la potentielle serait négatif. Est-ce que vous avez été capable d'en identifier quelques-unes? On a principalement, on va peut-être l'agrandir un petit peu, par exemple cette période-là, ou alors la période post-crise des subprimes, donc 2009, donc on pourrait effectivement donner l'année 1974 et 2009 comme étant des périodes où effectivement la croissance économique s'est très fortement ralentie par rapport à ce qu'on avait anticipé. À l'inverse, on peut repérer des périodes d'expansion, donc on parle d'expansion économique quand l'économie est plutôt en bonne santé. Donc on a par exemple cette période-là, ou alors effectivement la reprise justement après la crise des subprimes. Donc on pourrait indiquer globalement l'année 1987 et puis l'année 2011. Et on a des périodes de ralentissement, donc des périodes où les choses vont se stabiliser un petit peu. Tout particulièrement, vous le voyez, on a un rapprochement entre la courbe rouge et la courbe bleue ici. Donc aux environs de 2015-2016, on a la croissance potentielle qui se rapproche et qui même se confond avec la croissance effective. Donc par exemple, depuis 2015, on pourrait dire on est plutôt sur un ralentissement de la croissance économique. Donc voilà, il faut que vous ayez un petit peu retenu ça, le fait que quand on a un écart de production qui va être effectivement positif, ça veut dire qu'on est plutôt en période où la croissance effective est plus importante que celle qu'on avait espérée. À l'inverse, quand on a un écart de production négatif, ça veut plutôt dire que la croissance a été inférieure à ce qu'on attendait. Voilà, j'espère que maintenant vous savez faire la différence entre croissance effective et croissance potentielle, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Bye.